Et donc, du coup, on va parler de l'imagerie de la valve tricuspide, et il y a beaucoup à dire, hein. On pourrait passer l'après-midi. D'ailleurs, j'espère que vous n'avez pas prévu de partir trop tôt, parce que je vais avoir 70 slides. Non, c'est pas vrai. Donc, juste pour dire que c'est important, la valve tricuspide. Vous l'avez bien compris, c'est extrêmement important, parce que d'abord, si on regarde les études épidémiologiques, on voit que c'est associé à une surmortalité, hein. C'est un marqueur pronostique indépendant, dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, et que donc effectivement cette valve qu'on a eu coutume d'appeler la valve oubliée ne doit pas être oubliée, et quand vous faites une échographie transthoracique, vous devez faire, c'est dans les recommandations, des vues spécifiques pour regarder le cœur droit et analyser cette valve tricuspide. Il est important de faire le diagnostic, et il faut savoir que les symptômes sont quelquefois un peu étonnants, et que Lionel ne me démentira pas, puisqu'on parle de ça toutes les semaines. Les symptômes des patients qui ont une insuffisance tricuspide sévère sont très variables. On a des gens qui ont une altération de l'état général, une asthénie, quelquefois une dyspnée comme s'ils avaient une insuffisance cardiaque gauche, des œdèmes des membres inférieurs bien sûr, mais vraiment c'est très bizarre. Et donc il faut y penser, et il faut penser au fait que peut-être il faut traiter ces flux tricuspides sans attendre que le patient ait une cirrhose et une acide, parce que là ça sera trop tard. Donc il faut vraiment penser à regarder la valve tricuspide, il faut savoir que ça va créer une surcharge de volume, une augmentation du stress pariétal, ça va altérer le ventricule droit, et on a tout intérêt à faire comme pour la valve mitrale et penser à traiter le patient avant qu'il ait un remodelage ventriculaire et a fortiori atrial qui soit irréversible. Donc on va être très attentif à l'anatomie, l'étiologie, et puis savoir si on peut traiter la fuite tricuspide. Et donc Lionel l'a dit, nous sommes d'abord des cliniciens, et nous utilisons l'échographie et nos techniques d'imagerie pour optimiser notre évaluation clinique. Mais bien sûr, on commence par l'évaluation clinique, et il est évident que si vous avez un patient qui a une dysfonction cardiaque droite réfractaire avec une ascite, eh bien vous êtes en stade 4, la fonction ventriculaire droite est altérée, le patient est très symptomatique, les doses de diurétiques vont du gramme au 2 grammes et autres, et là c'est trop tard. Donc il faut vraiment penser à proposer une éventuelle prise en charge de la fuite tricuspide de manière interventionnelle peut-être, mais au moins de manière médicale agressive dès le stade 2, et sans doute faut-il être beaucoup plus agressif sur le traitement médical pour contrôler au mieux les symptômes et le risque de remodelage défavorable du ventricule droit et de l'oreillette droite. Donc on évalue très rigoureusement la clinique des patients, questionnaires de qualité de vie sont bienvenus, tests de marche sur 6 minutes, un must, et puis bien analyser la fonction du foie, du rein. Le syndrome cardio-rénal est extrêmement fréquent chez ces patients-là, et la cirrhose n'est pas forcément bruyante, donc il faut vraiment spécifiquement étudier le foie. Et puis après, du coup, pendant mon topo, je vais vous parler de tout ça. Donc d'abord la classification des fuites tricuspides, mais ça a déjà été abordé un peu ce matin, mais je me permettrai d'insister sur quelques points. La quantification de la fuite, c'est très important, et ensuite la compréhension des mécanismes et comment on va prédire le potentiel succès d'un traitement interventionnel, et je parlerai ici uniquement des clips, nous en parlerons. Donc l'évaluation, elle est clinique pour commencer. La clinique est indispensable, le test de marche sur 6 minutes est indispensable, l'évaluation biologique du foie, du rein et du reste sont indispensables, et puis après on va avoir une approche d'imagerie multimodale comportant l'échographie tridimensionnelle transthoracique, très très importante, transœsophagienne, fondamentale, et puis on pourra avoir recours à l'IRM et au scanner. Le scanner a un intérêt surtout si on va penser aux prothèses percutanées, mais c'est dans le cadre de protocoles de recherche clinique pour l'instant. Et l'IRM peut être un complément à l'échographie pour évaluer la fonction du ventricule droit, tout en gardant quand même à l'esprit, si je peux me permettre, que la fraction d'éjection du ventricule droit quand il y a une fuite tricuspide sévère, c'est pas le truc le plus génial, puisque la fraction d'éjection va forcément être faussement rassurante, donc peut-être qu'on peut faire mieux. Donc on doit comprendre le mécanisme de la fuite. Là, aujourd'hui, je me concentre sur la fuite tricuspide secondaire, c'est-à-dire plus de 95% des fuites tricuspides. Si j'ai une fuite tricuspide secondaire, il y a deux mécanismes principaux. Soit on a une augmentation de la post-charge du cœur droit, avec une pathologie pulmonaire ou une pathologie du cœur gauche, et on va avoir une hypertension pulmonaire, pas forcément très sévère, mais qui va entraîner un remodelage sphérique du ventricule droit, qui va entraîner une restriction du jeu valvulaire tricuspide et une fuite. Soit vous avez un patient qui est en fibrillation atriale permanente avec un remodelage
sphérique de l'oreillette droite. S'il y a remodelage sphérique de l'oreillette droite, il va y avoir un aplatissement et une dilatation de l'anneau tricuspide qui va conduire à une fuite tricuspide sévère. C'est très fréquent chez les femmes âgées. Et bien sûr, l'une et l'autre des étiologies se combinent et vous pouvez avoir un cercle vicieux, et non pas vertueux, mais bien vicieux, qui fait que vous avez de la fibrillation atriale permanente, qui entraîne de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, qui augmente les pressions pulmonaires, qui altère le ventricule droit, et que les patients peuvent avoir et la fuite atriale et la fuite ventriculaire. Donc c'est très très important de bien regarder l'imagerie transthoracique, et vous voyez un patient qui a ça c'est les vues tridimensionnelles auxquelles vous êtes habitués en échographie transthoracique. Vous voyez la géométrie du ventricule droit d'un patient qui a une hypertension pulmonaire, post-capillaire ou précapillaire. Un patient qui va avoir une fuite atriale, où là du coup vous voyez que le ventricule droit est beaucoup plus triangulaire et de petite taille. Et donc ceci est vraiment très important. Regardez les anneaux tricuspides que vous pouvez très facilement mesurer en transthoracique et en transœsophagien. La taille et la géométrie de l'anneau tricuspide ici. Regardez l'oreillette droite en dessous. Très important de garder ça à l'esprit. Et surtout, n'oubliez pas que si vous ne comprenez pas le mécanisme de votre fuite, c'est comme pour la fuite mitrale, vous ne réussirez pas à la traiter correctement. Donc vous devez comprendre. Si vous avez une fuite tricuspide secondaire à une fibrillation atriale, il est raisonnable de tenter au moins une fois une tentative de restitution du rythme sinusal, puisque si vous restituez le rythme sinusal et que le patient n'a pas encore une oreillette gauche ou droite complètement fibreuse, vous aurez une régression de la fuite tricuspide et aussi de la fuite mitrale. Donc il faut quand même tenter de rétablir le rythme sinusal si on peut le faire suffisamment tôt. Ensuite, on a cette étude récente qui nous montre que la fuite tricuspide atriale se caractérise par une restriction du jeu valvulaire qui est très faible, une dilatation du ventricule droit qui est très faible, inférieure à 38 mm, et une fraction d'éjection du ventricule gauche qui est le plus souvent préservée. Vous voyez la géométrie d'une fuite tricuspide atriale, ici avec un ventricule droit comme vous le voyez, et ici quand vous avez une fuite qui n'est pas atriale mais ventriculaire. Vous voyez que le pronostic des patients qui ont une fuite atriale est meilleur que ceux qui ont une fuite dite ventriculaire, que le patient soit traité de manière conventionnelle ou de manière interventionnelle. Lionel est là, donc je suis quand même obligé de dire qu'on croit énormément dans le traitement interventionnel, mais le traitement médical ne doit en aucun cas être négligé, et au jour d'aujourd'hui, il n'est absolument pas démontré que le traitement médical fait moins bien que le traitement interventionnel. C'est l'objet de 2 études randomisées en cours. Ce que vous voyez donc, c'est que là, la fuite atriale évolue donc plutôt de manière favorable quand elle est traitée de manière intensive, que ce soit en interventionnel ou en médical, et qu'elle répond mieux au traitement que les patients qui ont une fuite dite ventriculaire. Le ventricule, justement. Le ventricule, il faut l'évaluer de manière stricte, et parmi les paramètres quantitatifs qu'on utilise, j'ai parlé de la fraction d'éjection, vous avez entendu parler de la fraction d'éjection, on préfère largement le tridimensionnel parce que c'est très bien en échocardiographie, ça va être un bon compétiteur avec l'IRM. Il ne faut pas hésiter à le faire en zoomant sur le ventricule droit, en ne faisant qu'une sauvegarde sur un seul cycle cardiaque. Vous ne pouvez pas le faire sur plusieurs cycles, puisque de toute façon, le patient est souvent en fibrillation atriale. Donc vous zoomez sur le ventricule droit, vous êtes un peu proche du mamelon, donc pas dans la vue apicale 4 cavités habituelle où vous êtes beaucoup plus dans les selles. Donc vous êtes proche du mamelon, vous êtes orienté sur le cœur droit, vous zoomez sur le cœur droit et vous faites une acquisition unicycle sur le ventricule droit. Mais il y a mieux que la fraction d'éjection selon les études et à mon sens. Le strain de la paroi libre du ventricule droit est faisable dans 95% des cas et va vous donner une information très intéressante, complémentaire de ce que vous avez avec la fraction de raccourcissement de surface, le TAPS ou l'ondesprime. Et il faut savoir que vous ne devez pas tolérer un strain de l'oreillette du ventricule droit sur la paroi libre qui soit inférieur à 23%. En dessous de 23%, vous avez une altération de la fonction du ventricule droit. L'avantage du strain par rapport au TAPS ou à l'ondesprime, c'est qu'on ne va pas s'intéresser qu'au segment basal, on va s'intéresser aux segments moyens et segments apicaux. Et si vous regardez attentivement quand vous retournerez devant votre machine d'écho lundi, vous verrez que les altérations de la fonction de la paroi libre du ventricule droit ne sont pas homogènes et que vous pouvez avoir un segment basal qui se contracte encore pas mal, alors que le segment moyen et apical ne se contracte pas très bien. C'est particulièrement vrai quand le patient a une hypertension pulmonaire, même si elle n'est pas sévère.
La quantification de la fuite, on l'a vu ce matin, c'est 5 grades. 5 grades, alors ce n'est pas pour se faire plaisir et pour de la masturbation intellectuelle, c'est vraiment parce que c'est très important de différencier la massive et la torrentielle. La torrentielle est à très mauvais pronostic, bien sûr, mais si avec les clips, on arrive à passer de torrentielle à sévère, on va changer radicalement le pronostic du patient a priori, selon les registres. Il n'y a pas d'études pour le démontrer, mais les registres vont dans ce sens. Et donc c'est pour ça que c'est important d'utiliser tous les paramètres quantitatifs pour différencier ce qui est torrentiel, massif, sévère, modéré et faible. Bien sûr que la SOR, ça n'est pas un truc génial. Bien sûr que ce n'est pas un truc génial. On le fait quand même, on va le faire en biplan pour essayer de moyenner les diamètres dans les deux axes orthogonaux, puisqu'on sait que la surface de l'orifice régurgitant ne va pas être circulaire, mais de forme oblongue. Donc on utilise le mode biplan. On va utiliser la vena contracta en vue apicale 4 cavités. Elle est relativement facile à mesurer. On va regarder le gap entre les feuillets, sans Doppler couleur, juste le gap. Et si vous avez un gap de plus de 10 mm en imagerie conventionnelle, vous pouvez vous dire que vous avez probablement une fuite qui est au moins massive, si ce n'est torrentielle, 10 mm. Et le pronostic de votre malade est très mauvais. Il y a un papier de l'équipe de Christophe Tribouillois et de Johan Bobot qui va sortir prochainement sur le sujet, extrêmement intéressant. Et puis bien sûr, on a une approche qui est multiparamétrique et on va toujours regarder les veines sus-hépatiques, voir s'il y a un reflux dans les veines sus-hépatiques et si la veine cave inférieure est collabable ou pas. Et bien sûr, quand on évalue une fuite tricuspide secondaire, c'est comme une fuite mitrale secondaire, c'est uniquement après avoir optimisé le traitement médical. On n'évalue pas un patient lorsqu'il est plein comme un œuf. Il faut vraiment qu'il soit diurétiqué et qu'on puisse l'évaluer dans de bonnes conditions. En général, moi personnellement, je préfère faire le cathétérisme droit avant l'écho pour être sûr que je ne vais pas refaire l'échographie transœsophagienne parce que je me suis rendu compte que le patient était trop plein lorsqu'il arrive en hôpital 2 semaines. Donc on vérifie les pressions de remplissage et on ne fait l'échographie que quand le patient est optimisé. Point extrêmement intéressant, je viens de vous le dire, on fait toujours un cathétérisme cardiaque droit, voire plusieurs cathétérismes cardiaques droits pour être sûr que nos pressions pulmonaires sont optimisées et que le traitement médical est optimisé. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'il y a des patients pour lesquels cathétériseurs et échographistes ne vont pas être d'accord. Ça arrive qu'on ne soit pas d'accord, au cath lab, des fois, parfois, rarement, mais parfois. N'est-ce pas, Lionel ? Mais en tout cas, quand on n'est pas d'accord, c'est mauvais pour le patient. Parce que vous voyez que si on n'est pas d'accord, c'est sans doute que l'échographie, en l'occurrence, a tort. Ça arrive. Et donc, si l'échographie a tort, eh bien, vous voyez que le pronostic est beaucoup plus mauvais. Et par contre, quand il y a une concordance entre les mesures faites au cathé et en échocardiographie, le pronostic du patient est bien meilleur. S'il y a une discordance entre cathé et écho, c'est que le cœur droit est trop malade. C'est sans doute que le patient est trop sévère et que le résultat, quoi qu'on fasse, sera mauvais. Donc, il faut bien penser à ne pas traiter les malades trop tard. Il y a un truc qui s'appelle le couplage ventriculo-artériel, c'est assez sympa d'un point de vue conceptuel, c'est incroyablement efficace pour prédire le pronostic des patients. Et vous voyez que quand vous faites le rapport TAPS-PAPS, donc la PAPS en écho et le TAPS en écho, s'il est inférieur à 0,4, c'est bon. S'il est supérieur à 0,4, c'est pas bon. Et donc vous devez vraiment penser à ce couplage ventriculo-artériel, faites le rapport et vous voyez que dans notre travail local, donc c'est juste Rennes, c'est peut-être pas vrai partout, mais en tout cas à Rennes ça marche comme ça. Quand l'oreillette est vraiment trop dilatée, plus de 60 ml par mètre carré, quand le TAPS-PAPS est supérieur à 0,4, on est vraiment dans une situation qui est très mauvaise. Ensuite, il va falloir comprendre l'anatomie du patient. Donc, je vous ai mis exprès ici des vues transthoraciques d'un patient qui a une sonde de pacemaker. Vous voyez que la sonde de pacemaker n'est pas le problème là. La sonde de pacemaker est au milieu de la valve et ne touche pas les feuillets et ne gêne en rien. Donc non, les rythmologues ne font pas que des bêtises. Ils sont rarement responsables de la sévérité des fuites tricuspides. Souvent, la restriction est surtout sur le feuillet septal, due à la sonde de pacemaker, mais pas due à l'anatomie de la sonde de pacemaker, mais plutôt à l'asynchronisme induit sur le septum. Donc il faut bien regarder ces valves tricuspides, bien regarder les sondes de pacemaker. Le transthoracique est particulièrement pertinent pour cela. Il faut connaître l'anatomie du feuillet antérieur, qui est souvent un peu compliqué parfois, mais il faut bien regarder où est le pilier et repérer où est le pilier. Le feuillet antérieur est le plus long. Le feuillet septal, c'est le plus court, c'est le plus dur à choper quand on fait du triclip, mais il est très important de voir à combien il est restreint et quelle est sa taille pour savoir si on va pouvoir le traiter. Et le postérieur, il est souvent fait de plusieurs scalopes et vous allez voir que c'est important de savoir qu'il a plusieurs scalopes. Donc vous avez vu ça ce matin.
quatre types de fuite tricuspide, avec donc une fuite liée au sonde de pacemaker qui est individualisée par rapport aux fonctionnels et aux organiques. L'échographie transœsophagienne, elle est plus que fondamentale et elle doit être rigoureuse, faite toujours de la même manière, avec des vues standardisées, en mid-œsophagien, en deep-œsophagien et en transgastrique. Il faut faire du biplan, il faut balayer ce qu'on appelle, nous, c'est faux, mais on appelle ça la vue intercommissurale, même si ce n'est pas l'intercommissurale, mais il faudra balayer du feuillet antérieur au feuillet postérieur pour essayer de bien voir où est le jet régurgitant, comment est l'anatomie des feuillets, est-ce que ce patient sera accessible à un traitement ou pas. Donc toujours en mid-œsophagien, en deep-œsophagien et en transgastrique, toujours faire les mêmes vues. Et en transgastrique, on utilisera aussi le mode biplan pour être certain que notre visualisation du gap entre les feuillets soit faite à l'extrémité des feuillets et non pas dans le plan de l'anneau. Je vais vous montrer ça parce que c'est très important. Voilà, vous vérifiez bien sur la vue transgastrique que votre pointillé est à l'extrémité des feuillets et que donc vous allez mesurer le gap ici de manière le plus appropriée possible. Vous connaissez cette classification de Rebecca Hahn, qui n'est pas la classification chirurgicale, elle est très importante, avec en particulier le type 3B, qui est très fréquent, avec 2 feuillets postérieurs, un feuillet antérieur et un feuillet septal. C'est très important de le repérer, et pour cela, vous voyez le petit rond bleu qui est là, c'est le pilier. Le pilier, il faut savoir le repérer, et vous le repérez sur la vue transœsophagienne, plutôt basse que moyenne. Vous voyez que 50% des valves tricuspides sont vraiment tricuspides, les autres sont plutôt quadricuspides, avec, vous voyez, une grosse prévalence de patients qui ont 2 feuillets postérieurs et un feuillet antérieur. Et ça, c'est très important. Donc vous devez vraiment comprendre quelle est l'anatomie du patient, quelle est la cause de la fuite tricuspide, et vous devez avoir une évaluation un peu globale de votre échographie. Bien sûr, vous avez évité de passer à côté d'une CIA, donc vous pouvez faire un test au bulle pour être sûr qu'il n'y a pas de CIA. Vous faites attention aux calcifications. Regardez là, par exemple, il y a des calcifications péricardiques, et ces foutues calcifications péricardiques, c'est une catastrophe parce qu'elles font des réverbérations en plein sur le feuillet septal. Et donc, malgré toute mon énergie, je n'ai jamais réussi à bien voir le feuillet septal dans sa globalité. Et ça va être catastrophique si on va en salle de cathé sans avoir bien vu tous les feuillets. Donc, il faut vraiment faire très attention. Les valves mécaniques, les hypertrophies du septum interatrial, les hypertrophies lipomateuses du septum interatrial, les calcifications péricardiques peuvent être une plaie lorsqu'on va être en salle de cathétérisme. Et bien sûr, on vérifie l'auricule droit, être sûr qu'il n'y ait pas de thrombus dans l'auricule droit, puisque la grande majorité de ces patients sont en fibrillation atriale. Et puis bien sûr, je le redis, on vérifie toujours les pressions pulmonaires. Ensuite, avec nos collègues du groupe EuroPCR Tricuspide Valve, donc un petit groupe de gens qui se réunissent régulièrement, une sorte de secte, de gens qui aiment bien la valve tricuspide, eh bien on a réfléchi et on a dit que voilà, c'était un consensus de pseudo-experts, que si le gap était supérieur à 8,5 mm, c'était probablement pas raisonnable d'aller traiter la fuite tricuspide par clip, et qu'il fallait vraiment rester en delà de 8,5 mm. Il faut s'assurer que le gap maximal, il est plutôt peut-être central, mais surtout entre le feuillet septal et le feuillet antérieur. S'il est postérieur, on va au-devant des ennuis. Donc il faut vraiment se concentrer sur ce qui est septal et antérieur, mais heureusement, c'est le cas dans le plus grand nombre de situations. On a dit que 50% des valves n'étaient pas tricuspides. Si la valve n'est pas tricuspide, on s'expose à un risque de complications plus importantes lorsqu'on va traiter le patient par clip. Et donc, il faut vraiment avoir été capable de repérer que la valve n'était pas tricuspide, mais quadricuspide, car on sait qu'on va avoir une procédure plus longue, plus difficile, avec un risque d'échec plus important. Donc, la valve tricuspide, la vraie valve tricuspide, c'est tellement mieux. Et là, en 3/4 d'heure, l'affaire est réglée dans les centres expérimentés. Alors que si la valve est quadricuspide, on va avoir des petits soucis potentiellement. On va être obligé peut-être de faire des procédures un peu hybrides. On va les mettre des clips sur le feuillet postérieur. Je vous montre cette publication, qui n'en est pas une encore, mais qui est importante. C'est sur le registre Bright, où du coup, donc c'est un registre qui se fait en Europe, sauf en France, puisqu'en France, on n'a pas accès au triclip dans la vraie vie. Pour vous montrer un truc très important, c'est quand on mesure les gaps. Ici, vous avez les gaps mesurés en transœsophagien, bas ou moyen, selon les vues intercommissurales et long axe que vous avez ici ou ici. Vous voyez que nous avons une capacité à mettre en évidence des gaps qui ne vont pas être nécessairement les mêmes que ceux qu'on a en transgastrique.
parce que c'est un registre, parce que la qualité des images n'est pas toujours optimale en fonction des gens qui font les examens. Il faut vraiment avoir une expertise sur la valve tricuspide, être capable de faire la transgastrique idéale pour être sûr qu'on ne va pas se tromper dans la mesure des gaps et potentiellement contre-indiquer un patient alors qu'il aurait pu être traité. Néanmoins, dans Bright, vous voyez qu'on peut traiter des patients assez sévères avec des gaps qui ont été jusqu'à 15 mm en centrale, pas forcément en antéroceptale, mais en centrale. Et vous voyez qu'on a pu traiter des patients avec des anneaux de plus de 55 mm, alors que d'habitude on n'aime pas trop quand on est au-delà de 55 mm. Mais là, avec un taux de succès qui est très 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 satisfaisant, vous voyez qu'on peut traiter des patients même très très graves. Pourquoi est-ce qu'on arrive à traiter des patients très très graves? Parce qu'on comprend mieux l'anatomie de la valve tricuspide, on va s'aider des outils tridimensionnels pour mieux appréhender l'anneau. Je vous parlais de 55 mm comme un cut-off un petit peu de valve trop dilatée, enfin d'anneau trop dilaté pour être traité, mais il faut voir aussi quelle est la géométrie de cet anneau tricuspide. On peut s'aider du scanner et de la fusion écho-scanner pour mieux appréhender l'anatomie de l'oreillette droite et du ventricule droit. Et ça, c'est vraiment très important pour les cas difficiles. Ici, une valve de Stachy qui peut nous poser problème. Et ensuite, donc, quand on est en salle de cathé, on va commencer par mettre un clip, si possible pas trop près de la commissure, entre le feuillet septal et le feuillet antérieur. Le plus souvent, on en met un deuxième juste à côté. Et quand on a une valve quadricuspide, comme c'est le cas ici, on peut être amené à traiter aussi le feuillet postérieur et le feuillet septal, mettre 3 clips, voire 4 clips. Il y a très rarement, voire jamais, de sténose tricuspide. Donc on peut mettre plusieurs clips sans avoir trop de soucis. Vous avez des registres qui sont donc très encourageants et qui laissent penser que cette technique va sans doute émerger, mais pour l'instant rien n'est démontré. Vous voyez ce registre trivalve qui laisse penser que quand on traite la fuite tricuspide, on améliore le pronostic des patients sur la mortalité comme sur le risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Et puis il y a l'étude Triluminate qui est une étude de faisabilité, pas une étude de mortalité, qui s'était intéressée donc à un petit nombre de patients, montrant que la technique du clip était possible, qu'elle permettait de réduire significativement et de manière durable la quantité de régurgitation, que le risque de détachement de clip était de l'ordre de 7%, ce qui n'est pas nul, mais c'est 7% sur 85 patients. Et depuis, on a Triluminate pivotal triol qui a fini ses inclusions, et les résultats initiaux que vous a montré Catherine ce matin étaient encourageants. En tout cas, on a l'impression que cette technique est utile si elle peut être appliquée aux bons patients et que le résultat, si on a réussi à corriger la fuite tricuspide, semble durable au moins jusqu'à 1 an, puisque ce sont les seules données qu'on a à notre disposition. Et vous voyez que dans Triluminate, on a des résultats encourageants sur les critères durs d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et décès, mais l'étude n'était pas faite pour ça. Donc les choses évoluent bien, on a un remodelage de l'oreillette, on a un remodelage du ventricule, et donc tout laisse penser que ce traitement est utile. En France, on a Tri.fr, qui est une étude qui a commencé en janvier 2021 et qui, j'espère, finira son recrutement en février 2023, qui inclut 300 patients randomisés, traitement médical optimal versus traitement médical optimal plus clip, une étude pour laquelle, sans Lionel, nous n'aurions pas pu faire ce travail et qui continue. Et donc je conclus là-dessus en disant qu'il y a Tri.fr en France et que c'est très important parce que ça nous permettra peut-être un jour d'avoir accès à la technique dans le soin courant. Que la fuite tricuspide, c'est extrêmement fréquent, et donc il faut penser à regarder vos patients. C'est pas possible que vous ne voyez pas de fuite tricuspide si vous voyez des insuffisants cardiaques. Si vous ne les voyez pas, c'est que vous avez loupé un truc, puisque 90% des patients qui ont des insuffisances cardiaques sévères ont une fuite tricuspide qui peut être régressive sous traitement médical optimisé, mais il faut vraiment regarder les fuites tricuspides. Il faut vraiment penser à analyser bien le cœur droit, faire le strain du ventricule droit, bien regarder l'oreillette droite, l'anneau tricuspide, et puis avoir une approche qui est stricte, standardisée, de l'échographie transœsophagienne pour savoir si le patient sera accessible à un traitement. Et je ne parlerai pas du post-clip, puisque pour l'instant, nous en sommes à inclure les patients et savoir si on peut traiter ces patients. Je vous remercie.